pendant la transat et juste après, c'était horrible. Là c'est bon, la caméra et tout, les lumières. Tu peux me raconter le départ. Ok. Mec, la transat, ça a commencé. Où est-ce que ça a commencé? Ça a commencé à Mindelo, pour de vrai. À la base, ça devait commencer à Tenerife, mais bon, il y a eu quelques petits contretemps qui ont. Là, c'est un peu fort. Qui nous ont déroutés à Cap-Vert. Du coup, c'était trop bien. On a pu rencontrer plein d'autres groupes de jeunes en fait, parce que depuis le début, on rencontre que des vieux. La voile, c'est un peu un monde d'anciens et en vrai, on était un peu désespérés. Nous, on était les seuls jeunes du coin. À chaque fois dans les ports, c'était assez drôle. Du coup, on a rencontré combien, 4 ou 5 autres groupes? 6 même. 6. Il y avait Tizef, les Lézards, Sail for Tomorrow et For the Win d'Amona quoi. Et c'est tout. Et Exocet, les meilleurs. Les meilleurs des 5. Exocet. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait une grosse rencontre, grosse soirée pour se rencontrer entre tous les groupes. Et on s'est dit, à cette soirée, on a quand même une belle équipe. Hein. Oh, c'est le son. Au SEAS, 5 lettres dans la légende. 4 heures des choix succèdent à Magellan. Un an pour apprendre à naviguer. Les mecs se sont dit on va relier Marseille à Sydney. Voyager sans avion, SO le climat. C'est eux les pirates du canal du Panama. On rappe leur aventure si tu les connais pas. T'es moi l'équipage, aussi en force, Body Groff. J'ai lu la biographie d'André Gorz. Je découpe la prod, pas trop dans c'était épuisé. Chérie, faut reprendre des forces. Faut pas décrocher comme le capitaine, frérot, c'est pas le moment de quitter le navire. Cuz, I got something here. Je reçois pas les messages que tu lances à la mer. Ouais, tu manques de bouteilles. J'ai pas besoin d'oxygène en plongée sous-marine. Mes poumons suffiront à pêcher des merveilles. Moi, l'Australie, j'y vais à la voile. En pleine tempête, je hisse la grande voile. Vague de 5 mètres, mais faut tendre le vent qu'on utilise le vent qui retourne le vent. Moi, je déteste l'avion. En vrai, si tu me prends, c'est que t'es con. Ça va beaucoup trop vite, ça pollue trop vite. Faut prendre son temps. L'aéroport, on prend le bateau pour voyager. Un gros voilier dans le port, aussi c'est là pour te régaler. En ce moment à Mindelo, où il y a une grande fête, et c'est très problématique pour les gens de la marina de Mindelo, parce que eux, ils savent pas comment il faut gérer cette situation. Coupé. On était à Mindelo au Cap-Vert pour un seul but, partir en transat en fait. C'était vraiment l'objectif de tous les groupes. Et du coup, nous, ce qu'on s'est dit, c'est attends, on va pas manquer cette occasion de faire un départ régate entre guillemets. Donc il y a des Tizef qui sont eux partis en mode compète, ils sont partis 3 ou 4 jours avant. C'était leur choix, hein. C'est des mecs qui sont à balle tout le temps. Donc ils sont direct partis à fond. Et après, ce qui s'est passé, c'était combien, le 10 janvier? Ouais, le 10 janvier. On va dire que le miracle s'est produit. On était 4 bateaux à partir, du coup, à décider de partir le même jour. En plus, c'était un peu concours de circonstances parce qu'il y en avait pas mal qui étaient plus ou moins prêts. Nous, on était plus ou moins prêts aussi. En vrai, c'était pas gagné qu'on parte le même jour. C'était un peu plus une utopie de se dire on va partir tous les 4, tous les 5 groupes en même temps. Ça va être énorme et tout. C'est un peu une utopie. Mais au final, ça s'est fait et c'était énorme en fait. Nous, on va pour choper un peu le reste, faire le plein de gasoil pour la transat en sécurité. On voit les Exocet qui partent. Du coup, on les rattrape, on attend tout le monde en même temps. Tout le monde, en fait, nous, on était les premiers en fait prêts contre toute attente. On se disait qu'on allait être les derniers et qu'ils allaient tous nous attendre. En fait, c'était l'inverse. On était prêts avant tout le monde et on était avec Exocet en train d'attendre les autres groupes. Après, on voit les Lézards débarquer. Eux, ils n'étaient pas du tout prêts. Ils avaient tout mis sur le bateau en vrac. Ils étaient là en mode bon, tant que c'est sur le bateau, on rangera plus tard. Ils commencent à arriver. Après, Sail for Tomorrow était déjà là, juste à côté. Du coup, on était 4 bateaux. Et après, notre bon vieux Raphaël qui s'est proposé pour faire
un super décompte. En vrai, je laisse la vidéo, je laisse le rush montrer ce qu'il en est, mais Raphaël voulait diriger la manœuvre et ça s'est passé comme ça, donc c'était trop bien. T'inquiète, je coordonne la manœuvre. Les lézards et Exocet, c'est comment là pour le génois? Nous, encore 20 secondes et on sera bon. Et les lézards? Nous, quasiment. Vas-y, dans 30 secondes, je lance le départ. C'est vous, Tiboulen, c'est bon? Bah, Tiboula, Niger, pas beaucoup. Le décompte. Loïs, t'as les images au drone là ou pas? Ok, dès qu'on est en ligne, je fais un décompte de 10 secondes. Ah, énorme. De 5. 5. Je fais un décompte de 150 secondes, vous êtes prêts ou pas? Je suis tarpagé, non frère. Ok, 5, 4, 3, 2, 1. Tirez le génois! Mec, let's go! Balance tout! Choquez les écoutilles! Et après cette manœuvre-là, les Génois étaient tous ouverts. Du coup, c'était un peu le moment où c'était compète entre guillemets parce que chacun partait dans sa stratégie de traversée, un peu plus au nord, un peu plus au sud. Bon, nous, on leur a mis un peu la misère avec Exocet. On est parti devant tout le monde. Après Exocet, ils ont essayé de nous montrer comment on hissait un spi. Bon, ils sont totalement forés. C'était trop drôle. Et du coup, on est resté quelques heures avec Exocet en tête. Et après, les lézards, Save for Tomorrow et For the Win, ils sont partis un peu plus au sud. Et du coup, chacun a fait un peu de sa stratégie de traversée. Et ça a fait qu'on est resté que quelques heures en groupe. Mais bon, c'était magique, le moment était fou. Il y avait les saxophones de sortie, il y avait le cornet à piston sur un autre bateau. Ça mettait la radio à fond, la musique à fond dans la VHF. Enfin bref, c'était tout un moment vraiment magique. Et en vrai, c'était le départ qu'on rêvait d'avoir pour la Transat. C'est bon? Je raconte quoi moi? Donc après le départ. Et ben après le départ, comment ça s'est passé? Déjà, comme il a dit Diego, le départ c'était fou et en fait on a enchaîné. On est un peu descendu, on est bien descendu quoi. Une journée au sud de Mindelo et puis après on a tiré droit en fait. Enfin, le routage au début, on avait fait un routage un peu précis, donc comment tu dis un routage? Un routage c'est quoi? C'est une prévision de route, voilà, exactement. Et on avait fait ça, et puis au final, en fait le vent il est tout le temps dans la même direction, donc bon, le routage on s'y est pas trop fié, on allait tout droit. Et en fait les premiers jours, c'était top, on avait vraiment du vent dans le bon sens, pas si fort, du coup c'était assez calme, c'était la première fois qu'on découvrait un peu les conditions de nav plutôt tranquilles, il n'y avait pas beaucoup de vent, les vagues elles étaient il y avait suffisamment de vent pour avancer, mais ça nous défonçait pas le bateau et nous on ne se faisait pas secouer dans tous les sens, super confortable. Les vagues elles étaient dans notre sens et pas trop grosses, du coup c'était en vrai le début c'était en fait hyper confortable quoi. Moi-même au début j'avais un peu peur du coup du mal de mer et tout ça parce que c'est plus un secret maintenant, mais je suis un peu sujet au mal de mer. et en fait ça va. Et en fait franchement les premiers jours j'étais en mode c'est cool la navigation. Et puis on n'avait jamais mis le spi, donc le spi c'est la grande voile qu'on met à l'avant du bateau. Nous on a un spi, on connaissait même pas la couleur. Donc voilà, nous c'est une grande voile jaune et bleue, donc trop stylé, un peu aux couleurs de Obona. Ça c'était une belle coïncidence. Et en fait à Mindelo, donc tous les autres groupes qu'on a rencontrés, il y en avait, tout le monde naviguait, tout le monde savait naviguer. Et en fait ils nous ont tous dit les gars, quand vous allez mettre le spi, vous allez capter à quel point c'est un truc de fou, un vrai banger. Enfin les mecs de TZF là. Eux, ils naviguent tout le temps sous spi et tout, donc ils nous ont bien chauffé à le mettre. Du coup, vu qu'il n'y avait pas trop de vent, on s'est un peu chauffé, on s'est dit allez, on envoie le spi. En gros, moi j'étais à la barre, Diego il était un peu aux écoutes et donc sur les côtés à gérer les... Comment t'appelles ça? Oui, mais dans un jargon entendable. En gros, Diego il était en train il gérait les écoutes de spi, donc en gros c'est les boucles, les cordes qui permettent de gérer un peu la tension qu'il y a dans la voile. Et Raph et Paul étaient à l'avant en train d'essayer de mettre bien la voile. Donc on l'a bien fait, ça s'est bien fait et franchement nickel. Les gars, nous on est prêts? Ah c'est bon, c'est bon. Ça va tirer vers le bas. Je tire comme un âne gros, choc de l'écoute. Pas trop de vent, les conditions plutôt stables et tout, le spi qui sort et en fait on se rend compte que c'est une voile immense, mais c'est une voile immense, c'est genre deux fois plus gros que la voile d'avant qu'on a le génois. C'est au moins 2 fois plus gros et on s'est rendu compte qu'en fait avec très peu de vent, le bateau il est tout plat, donc c'est trop confortable.
On avance hyper vite, donc c'est aussi très confortable, même mentalement, parce qu'on se dit bah vas-y, là on avale des kilomètres, c'est trop satisfaisant. Donc on a fait ça pendant 2 jours. Pendant 2 jours, on a dû faire du spi, hyper confortable. On s'est même amusé à faire un empannage, 2 empannages, on a changé de direction, etc. Non, en fait, on en a fait qu'un seul d'empannage parce que le deuxième, on a déchiré la drisse de spi. Mais bon, en fait, ça devait arriver. On le savait. Au moment où on a mis le spi, on s'est dit, bah là, les gars, cet outil-là, il va forcément finir à la flotte. Il va forcément y avoir un problème. On va se débrouiller pour le casser. Et bon, ça n'a pas loupé. On a cassé la drisse de spi. Le spi, la drisse, j'ai pas expliqué ce que c'était une drisse. Une drisse, c'est une corde. En gros, la drisse, c'est... bon, alors tous les marins vont me tuer si je dis que c'est une corde, mais en gros, c'est la corde qui est tout en haut du mât et qui permet de tenir la voile. En gros, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'en empannant, donc en mettant la voile de l'autre côté du bateau, et ben, la drisse de spi, elle est venue se cisailler avec le haut du mât. Bon, j'épargne les détails, mais en gros, c'est venu cisailler et la drisse s'est coupée et le spi a fini à l'eau. Donc, un peu panique à bord. Non, au début, vraiment, tout le monde était en mode... En fait, personne n'a trop réagi, quoi. Tout le monde a regardé un peu stupéfait le spi tomber tout doucement. Comme ça, on s'est dit, bah là. Puis on était déjà à 2 jours de nav, donc bon, s'il y avait un problème un peu plus gros, c'était galère. Donc le spi est tombé tout doucement, mais ça s'est fait, c'était très joli, hein. Franchement, le spi il a fini tout doucement dans l'eau, nickel. Bon, une fois qu'il était dans l'eau, on a eu un petit coup de stress en se disant, bah, si ça passe dans la quille ou dans le safran, bah, c'est un peu problématique parce que bah, déjà ça explose la voile et puis bah, si ça s'en mêle partout, ça veut dire qu'il faut plonger au milieu de l'Atlantique pour aller tout démêler, etc., etc. Donc là c'est une vraie galère, donc on s'est dépêché de sortir de l'eau. Bon bah du coup plus de spi pour la suite, donc on l'a fait sécher sur le bateau, on a remis du génois et on a continué notre route sur cet Atlantique qui était au final quand même assez confortable. Et en fait on était confiants parce que on savait que à la suite de ça, de ces quelques jours sans vent, et ben le vent allait monter, allait un peu forcir, donc on n'aurait plus besoin du spi. D'ailleurs on s'est fait, il y a des fois où on était peut-être été un peu trop confiant parce qu'on s'était fixé des règles. On avait dit bah, au-delà d'une certaine vitesse on diminue la voilure. On l'a pas fait, le spi a cassé et voilà. Ensuite on s'est remis tranquillement et... Partie 2 de... Ok. Toi, tu racontes Les grains, ça, non? les gringos. Partie 2 de l'Atlantique. Et ben on a découvert ce que c'était les grains. Qu'est-ce que c'est un grain? Et ben en fait, tout d'abord, tu commences à voir arriver une espèce de masse de nuages noirs énorme et très bas. Du coup c'est assez impressionnant. Et en fait au début d'un grain, t'as pas forcément beaucoup de vent, donc il fait assez chaud et t'es là, il n'y a pas trop de vent. Mais tu sens qu'il va se passer quelque chose. Et là, là, le vent il commence à arriver fort, tu commences à avoir des gouttes de pluie qui arrivent. Et là, c'est branle-bas de combat. C'est la tempête. Et tu charges, hein, tu charges pendant... des fois, ça peut être 30 minutes, 30-40 minutes, mais des fois un peu plus quand même. Le problème, c'est que nous, apparemment, ça arrive un peu plus tard dans la transatlantique. Et là, ça arrivait quand même au milieu. Et du coup, toutes les nuits, enfin tous les jours en fait, on prenait, je pense, bien entre... qui était un peu où il fallait faire gaffe, c'est que ça montait, le vent il montait rapidement. Du coup, il fallait vite réajuster les voiles et il fallait pas se rater parce que
Bah en fait, tout au long de la navigation, je sais pas moi, si on avait 20 nœuds d'établis, il pouvait y avoir des rafales qui montent à 25. Donc bah là, il n'y a pas besoin de diminuer les voiles, c'est l'histoire de 5-10 minutes et après ça redescend. Sauf que là, avec les grains, bah, ça monte à 25, ça monte à 27. Sauf que bah, quand ça arrive à 30, bah, c'est déjà un peu tard pour ranger les voiles et tout seul, ça devient compliqué. Du coup, il faut aller réveiller les copains dans la nuit pour ranger les voiles et c'est dommage. Mais du coup, il faut réussir un peu à bien lire la météo, bien lire les nuages et tout. Et donc en vrai, c'était trop stylé. Mais par contre, quand il y a un grain, bah, du coup, tu es en mode tenue, full équipé. Et là, il n'y a plus de musique, il n'y a plus de livres, il n'y a plus rien du tout. Tu es juste dehors à attendre que le grain passe. Du coup, ça, bon, c'est un peu. Ouais, le temps est long. Les quarts de nuit, de 1h à 4h, quand tu prends v'là la pluie, v'là le vent, bon, c'est long la nuit. Et ouais, et du coup, à la fin du voyage, donc là, on arrivait en Martinique, c'était le matin presque, et il y avait donc mer plate, enfin, il n'y avait presque pas de vagues, quoi. Et d'un coup, mais un grain mais énorme qui arrive, qui bouche il y avait grand soleil et tout, qui bouche le soleil. Et vraiment, en fait, j'avais l'impression d'être dans une tempête de sable, quoi. La mer était toute plate et ça drachait à fond, quoi. Voilà, c'est un grain un peu vénère. Je suis en train de... Et bon, après j'espère que ça va pas durer trop longtemps parce que ça caille quand même. Et c'était très très stylé, du coup ouais bon, niveau sécu c'est pas top, mais bon je me suis mis en calcif parce que du coup j'ai pris la douche, mais genre j'avais pas les gilets de sauvetage, mais tranquille, en vrai il n'y avait pas de vagues. Et par contre il y avait vraiment beaucoup de vent, du coup Diego est venu à mon secours juste à temps pour qu'on range les voiles, il y avait quand même bien 47 nœuds de vent, donc ouais là c'était un peu costaud, mais bon juste avant d'arriver, c'était marrant. Mais c'était très impressionnant. Il y a les images qui parlent d'elles-mêmes, je crois, hein, j'ai tout filmé. Sinon, ouais, du coup, on a eu cette deuxième partie, c'était surtout ça, hein, c'était surtout beaucoup de grains. Mais sinon, on a quand même bien pu s'adapter et je pense que le fait qu'on ait cassé le spi avant nous a sauvé la mise quand même, parce que je pense qu'on l'aurait retiré beaucoup trop tard si on l'avait laissé, enfin si on l'avait pas cassé. Salut tout le monde, alors on nous demande pas mal, j'ai du mal. Coucou tout le monde. Oh là là. Salut tout le monde. On nous demande pas mal à quoi ressemble une journée classique sur le bateau. Comment ça se passe une journée sur la Transat. Mais pour vous répondre, vous allez me suivre toute la journée dans toutes mes activités. Nous on répartit la journée en quarts. Donc chacun a 2 quarts de 3 heures. On est 4, donc ça fait 6 heures chacun. Et moi cette semaine j'ai les quarts de 10h à 1h, donc 10h du mat à 13h et puis 22h à 1h du mat. Et hier soir j'étais un peu en forme et je suis resté avec Gaspard qui récupère le quart d'après moi jusqu'à 4h du matin et même un peu avec Diego jusqu'à 5h. Donc là je me réveille à 9h avec 4 heures de léger sommeil où il y a eu un peu de vague, donc ça doit se voir, je suis un peu fatigué mais bon pas grave. Let's go pour ma journée de transat classique. C'est la journée 13 au fait. Vous allez voir, il y a plein de trucs qui se passent, c'est très sympathique. Donc let's go, on sort. Alors le man. Ça va mec? Ça va et toi? Bien dormi? Ouais, super. Et toi? Bah écoute, ça va, tranquille. Comment c'est la mer? Les conditions? C'est un peu fort, il y a quand même 3 mètres de houle avec bien 30 nœuds des fois. Ah ouais, ça claque un peu hein. T'as prévu quoi de beau ce matin? Ce matin, attention, là il y a une dinguerie là. des petites pâtisseries faites maison. Maison Polo, boulangerie Polo qui a ouvert ses portes. Mais là je pense qu'on va être à l'apogée des pâtisseries là. Let's go. Ah, on est sur quelque chose de vraiment croustillant, des fondants à l'intérieur. Chocolaté, c'est gourmand, c'est super. Oh, incroyable, je vais le tuer. Bon, pendant que mon cuisinier préféré me prépare mon petit déj, je vais vous montrer un peu les conditions de la mer. On voit ici le vent. On est constamment depuis hier entre 20 et 30 nœuds établis. Donc entre 20 et 30 nœuds établis, ça fait quand même de bonnes conditions. Et donc c'est pour ça que regardez la voile
le général, il est pas déroulé en entier. On le met pas en entier, sinon on bouge trop et ça va un peu vite. Enfin, ça sert pas à grand chose en fait, on va même pas plus vite. Donc voilà. Et du coup, La mer, je sais pas comment ça rend avec la GoPro parce que des fois ça minimise beaucoup, mais elle est très bordélique en fait. Il y a des vagues assez impressionnantes, enfin, des creux de 2-3 mètres qui arrivent par derrière. Et sauf que là, vous voyez, c'est tout bordélique. Là, il y a un gros creux qui arrive par exemple. j'aime faire ma petite séance de sport pour garder la forme. C'est fini, là je peux aller s'hydrater, penser à s'hydrater. Je crois que le moment tant attendu arrive. El Grande, salade de haricots en entrée, pois chiches avec la sauce du chef. J'ai les narines qui frétillent. La suite, semoule curry, huile d'olive. Parce que j'avais pas vu de dinguerie. Il y a à manger pour tout le monde là. Le repas est servi. Il est chaud, my man. Ça bouge pas trop à l'intérieur. Bah dedans, ouais, tu fais soulever, mais je me suis fait mal avec le truc en fer là. Ouais. Je me suis tué la hanche. Bon, bah moi, petit quart jusqu'à 13h45, je me fais nourrir par Paul au début, puis par Diego, C'est Capo Verde, no stress. Papa. Qu'est-ce que vous pensez de ma moustache? Super. Bon appétit. Et il y en a un qui est puni parce qu'il a déjà trop de muscles. Qu'à maigrir. Bon, on a fini le repas. On a discuté entre nous et là, on a retiré le bimini parce que... Il y a un petit grain qui arrive. Et par chance, mon quart est fini, donc je vais me rentrer dans mes quartiers. Et je vais laisser le pauvre Gaspard se prendre son grain. Du coup, moi, je me sers un peu de cette transat là de bien 15 jours pour j'ai un peu des petits objectifs et je fais ma vie. Bah, j'écoute des podcasts, j'écoute aussi des trucs en anglais et en espagnol pour travailler ces deux langues. Je me suis aussi mis à la méditation, donc apaiser. Les chakras sont ouverts. Et j'essaie, comme Paul il fait du piano, Diego du saxo, de me remettre un peu à la guitare. Donc aussi pareil, après je me mettrai une petite session guitare. Donc c'est des journées bien remplies. Là je vais m'envoyer un peu tout ça. Et puis après quand j'ai le temps aussi je lis. Je lis parce qu'il y a ce livre là et c'est un putain de banger. Le plaisir sur le bateau, ça s'arrête jamais. Hein. Petit plaisir de Diego qui partage jus maracuja. Ça se déguste. C'est un combien avec du rhum? Ah, c'est 16h28. Petit moment sympa de la journée. Déjà parce qu'il va y avoir un goûter. Et aussi parce qu'en fait, tous les jours à 16h30, on regarde à combien est-ce qu'on a fait de milles en moyenne sur les 24 dernières heures. Donc là, je vais regarder ça sur la tablette. Ok, donc on regarde sur Sailgrip. Et là, nous, on est le petit bateau. Oh, ça bouge. Alors, donc là il reste 528 000. En fait je croyais qu'il nous restait 500 000. Bon c'est très bien, encore sur notre moyenne. Belle perf. Sur un bateau, dormir en vrai ça prend beaucoup de temps. On passe beaucoup de temps à se reposer à dormir. Et on va voir ce qui se passe dehors. Oh, que pensez-vous de ma moustache? On a un nouveau mec sur le bateau, c'est Helmut. El Mustacho. Avec la vraie moustache. La vie continue. Sortez-moi de mon cachot. Sortez-moi de mon cachot s'il vous plaît, je suis enfermé là depuis 12 ans. J'en ai marre de l'eau croupie. La journée suit son cours à bord du Manfred et tout le monde dort. Là il n'y a plus que moi, le seul vaillant. C'est juste que c'est mon cas. Mais sinon tout le monde dort là, je me fais chier là. Là j'ai rien à faire moi. Là j'ai rien à faire. J'ai goûté, j'ai fait mes pompes. À vous les studios. Bon là il y a un grain mais un petit arc-en-ciel donc je vais m'aventurer. Hop là. Oh l'arc-en-ciel. El arco en cielo en italien. Mais c'est joli. C'est de toute beauté. Bon bah il pleut plus et moi je vais aller voir le coucher du soleil comme à mon habitude. Je me sens tout fébrile, moi j'ai pas pris de goûter. Alors là je suis venu prendre mon quart de nuit. Donc il est 10h, 10h30. Je me suis réveillé un peu brusquement donc j'ai pas filmé l'intérieur et j'ai grignoté 2-3 petites noix de cajou, j'avais pas très faim. En général je me fais aussi un petit plaisir, genre une petite compote ou quoi, mais là au soir j'ai pas très faim. Il fait nuit noire, bah vous verrez. Et on navigue entre les grains, donc là tu vois j'ai des petites gouttes. Mais sinon ce que je fais le soir en général c'est j'ai écrit dans mon carnet, j'écris tous les jours. Et dernière activité de la journée que je vous ai pas dit, c'est ce petit boîtier là. Je sais pas si on voit. C'est le boîtier Iridium, c'est le réseau satellite en mer.
Et je vais l'activer pour déjà envoyer un petit message à ma mamounette parce qu'elle s'inquiète, faut lui dire que tout va bien. Et je vais commander sûrement aussi un fichier météo, un fichier Grib pour voir un peu, là il doit nous rester 3 bonnes journées. Et voilà, après je vais lire, écouter de la musique et petit quart de nuit tranquille hein, et on aura fini la journée les gars. Je raconte quoi moi? L'arrivée. Je raconte l'arrivée. L'arrivée, c'est toujours un moment. Hein. Franchement, c'est toujours un moment cette arrivée. On regardait un peu combien on avançait chaque jour pour savoir combien on allait en moyenne, tu vois. On était à 6 nœuds. Non mais la course en fait avec les autres, on s'en foutait. C'est pas qu'on est arrivé dernier, c'est qu'on s'en foutait en fait de cette course. Avant-dernier. Contre des mecs qui ont leur bateau qui coule, littéralement. Ouais, c'est vrai. Avant-dernier contre des gars qui ont coulé quoi. Ouais. Ouais, donc voilà, on peut dire qu'on était dernier. Donc du coup, ça faisait 15 jours et on aurait bien aimé arriver quoi, je crois que c'est le 26 au matin. Et du coup, c'est arrivé le 27 au matin après les grains de Paul. Et le matin, là, il y a Gaspard et Paul qui nous réveillent en disant il y a la terre en vue, tu vois. Et finalement en fait on s'y attendait vraiment d'avoir la Terre en vue, donc ça a pas fait un truc de fou non plus de voir la Terre. On était juste très contents, on avait bien prévu d'arriver. Après finalement moi je trouvais que c'était un peu long en fait. Au moment où on a vu la Terre, tu sais, t'as envie d'arriver tout de suite. Et là du coup ça prend un peu de temps, le temps que tu te rapproches, il te reste encore plusieurs heures avant d'être proche, puis tu mets le moteur pour arriver à la fin. Nous on est arrivé au Marin du coup en Martinique. On met longtemps à arriver et du coup en plus on était en pleine cagne ce matin. Et comme on était là en mode c'est la détente, c'est la fin de la transat, on n'avait pas mis de la crème solaire au coin, on se protégeait pas. Donc on a été sous pleine canne jusqu'à 14h en arrivant. Et enfin donc on arrive, on pose l'ancre, très content. Et aussi très fatigué quand même. Il y avait vraiment un truc où la fatigue elle retombe fort. Donc quand on arrive on se pose, là on sent tous qu'on est claqué. Et enfin arrive le moment où on va à terre. Les premiers pas sur terre, tout ce que tu veux faire en fait après 16 jours en mer, c'est t'asseoir, manger avec tes potes et boire une bière. C'est ces 3 trucs là. Et c'était un dimanche où on arrive. Par chance, il y a un resto ouvert. Et ce resto, c'était le Saint Graal de notre arrivée. On a mangé, mais avec un plaisir que... T'as jamais un plaisir comme ça dans une vie aussi simple. T'es là, tu manges, on avait notre bière, on mangeait des grillades sur une pierre chaude, on avait des frites et on était des animaux. Genre c'était une dinguerie ce repas. Genre. Juste t'es là, t'es sur terre, t'es trop content d'avoir réalisé, d'avoir fait cette première grosse étape. Puis c'est quand même pas rien, tu vois. T'as traversé cet océan, pendant 16 jours t'as été en mer. Et t'en prends un peu conscience. Et du coup, là, tu te régales, on a mangé. On a même pris un petit dessert. Enfin, c'était super. Ce resto, c'était vraiment le moment marquant tous les 4, je pense, à l'arrivée. Après, ouais, le fait d'être à terre, on a passé des coups de fil direct. Tu vois, il y a quand même beaucoup de pression qui retombe. Où, même si on était à l'aise en transat, que tout s'est bien passé, il y a de la pression, de la fatigue. Il y a tout qui retombe d'un coup. Donc, on appelle un peu vite les proches. On a mis une story pour dire à tout le monde qu'on allait bien. Après, on était en mode, on profite. On a réalisé une bonne chose dans ce qu'on voulait faire. On s'est posé au mouillage au marin et on s'est détendu. Carré.
Bon, j'étais en train de finir le montage de la vidéo, mais je pensais vous laisser sur ces belles images, mais je crois en fait on a tourné nos ressentis sur la Transat, savoir ce qu'on avait ressenti personnellement. Et vraiment là je finis le montage, on est en plein milieu la mer des Caraïbes et on arrive bientôt au Panama. Et du coup, ces ressentis-là, ces rushs, bah, en fait, je les ai montés vite fait. Et pour nos proches ou pour ceux que ça intéresse, en fait, bah, je les mets à la fin de la vidéo et c'est un peu des bonus, quoi. Allez, je vous laisse avec ça. Et du coup, c'était quoi? Ah oui, c'était l'anecdote. Non, c'était comment je me suis senti. Moi j'étais pas trop stressé en fait du fait de partir en transat. C'était en fait de plus voir la terre, tout ça c'est des questions qu'on avait bien enlevées auparavant dans les naves. En fait nous ça ne causait pas trop de problèmes, moi non plus. Juste c'était le fait de partir plus de... Le maximum qu'on avait fait en navigation jusqu'à présent c'était 5 ou 6 jours. Et du coup là on est passé de 6 à 16 jours. Donc c'était... on prévoyait aux alentours de 20 jours au début, donc on savait pas trop. Et du coup c'était un peu ça plus qu'on appréhendait. Et moi, ce qui m'a le plus marqué, c'était le fait d'être du coup au milieu de rien, mais en fait en étant très loin de la Terre, en fait, tout simplement, de se sentir d'ouvrir t'ouvres ton téléphone, t'ouvres Google Maps, il y a le GPS qui marche, t'es au milieu de l'Atlantique, c'est unique quoi. Enfin moi jamais de ma vie j'aurais pensé être à cet endroit-là une fois. Donc c'était assez ouf. Et le fait en fait de se sentir vraiment isolé de tout ce qui se passe en fait autour du monde et de ce qui se passe en général, et ben en fait c'est un peu égoïste, mais c'est un petit côté apaisant parce qu'on n'entend plus trop de problèmes qui viennent de la Terre. Et les seuls problèmes qu'on a en mer, c'est qu'est-ce qu'on va manger, est-ce qu'on va réussir à faire à manger parce que le bateau il bouge à fond, est-ce que je vais... il y a des problèmes au niveau du bateau c'est sûr, mais c'est pas des gros problèmes par rapport à ce qui se passe. Du coup le fait d'être isolé, d'avoir cette bulle hyper temporaire, c'est vrai que ça donne un effet un peu apaisant, mais c'est un peu égoïste. Après, dès qu'on arrive à terre, en tous les cas, la vie reprend son cours et cette bulle est effacée. C'est juste d'avoir cette bulle-là qui t'apaise à ce moment-là. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué et en vrai, c'est un peu comme ça que j'ai ressenti toute cette traversée. Et ça, c'était bien. Et du coup, ça m'a permis aussi que la traversée elle est passée super vite en fait. Du premier jour où on est parti jusqu'à l'arrivée, j'ai fait plein de choses, j'ai lu plein de bouquins, j'ai fait plein de musique. On a bien papoté tous ensemble, plus ou moins. Et quand on avait des cars ensemble, quand on avait des cars un peu communs et tout, c'était trop bien, on a bien pu papoter. Et moi en fait c'est passé, les 16 jours ils sont passés en 2 secondes et ça m'a fait comprendre que j'étais content de faire de la voile, j'étais content d'avoir appris à faire de la voile et que c'est pas quelque chose qui sera passager dans ma vie, sûrement. Super. Voilà. Raconte-nous une anecdote. Non, c'est pas une anecdote, c'est comment est-ce que moi je me suis senti pendant ce transat. Comment est-ce que je me suis senti pendant cette transat? Il y a beaucoup à dire. Parce que si on en parle maintenant, moi je vais dire que la transat c'était très bien. Mais pendant la transat et juste après, c'était horrible. En fait non. Du coup comme je disais, le début ça s'est bien passé, j'étais pas malade, on avançait bien, donc mentalement c'était hyper confortable. En fait on était confort sur le bateau, il n'y avait pas de stress, donc ça c'était cool. On avançait bien, donc je savais qu'on n'allait pas rester très longtemps en nav. Et en fait, déjà au fur et à mesure, le temps s'est un petit peu corsé. En fait le vent s'est un peu levé, du coup les conditions étaient un peu plus sportives, donc je vais pas dire, en fait j'ai pas été très malade, mais... En fait, je pense que j'étais mal préparé pour cette nav parce que j'avais prévu de faire des trucs, j'avais prévu de dessiner, j'avais prévu de pouvoir écrire ou de pouvoir bien lire, etc. Et en fait, au final, j'étais pas très malade, mais ça me permettait quand même pas, j'étais pas assez bien pour pouvoir faire tout ça. Du coup, méga frustrant. Franchement, moi pendant un certain temps, j'étais là, mais je tournais en rond complet parce que ouais, en vrai, c'était vraiment, il y a eu 3-4 jours là où j'étais, mais je suis en mode, je vais pas dire le terme, mais j'en ai plein j'en ai ras la casquette
de cette transat. Bon, en fait, le seul truc auquel je me rattachais, c'était le fait d'aller en Australie. En fait, vraiment, je me disais, mais si j'avais pas de projet là-bas, si j'avais pas d'idées en tête et je savais pas pourquoi est-ce que j'étais là, bon, en vrai de vrai, j'aurais dit, j'arrête ça, quoi. Mais en fait, là, le fait de se rattacher à un projet de vie, des engagements, parce que j'aurais pu me dire en vrai c'est galère là, ces 16 jours je prends pas de plaisir, ça me saoule, tout ça parce que j'ai pas envie de prendre l'avion, etc. En fait ça aurait été super simple de dire vas-y j'arrête, je prends l'avion, je vais en Australie, fini Pépito là et c'est fini quoi. Et en fait de se raccrocher à ça, c'est un peu dur, mais à la fois c'est trop bien. Et il y avait un autre truc qui était dur et qui moi m'a pesé, on en a parlé tous, c'est qu'en fait moi je captais en vrai le décalage de fou, c'est-à-dire que je voyais que les trois eux ils se régalaient, en vrai ils étaient bien, tu vois, pendant la transat, ils prenaient comme il a dit Diego quoi, lui il a kiffé sa vie pendant les 16 jours, moi c'était pas du tout ça quoi, pendant 3-4 jours j'étais là, j'ai un moment, je me rappelle on en a discuté, j'étais là mais moi c'est une prison quoi, je suis là mec je peux rien faire, dans ma tête j'avais plein de projets de me dire t'as les pompiers, j'avais envie de jouer au rugby, j'avais envie de contacter des gens pour commencer à préparer des projets etc. Et j'arrivais pas à exploiter le temps libre entre guillemets qu'on avait sur le bateau. Du coup très très frustrant et du coup il y a ce décalage qui est apparu entre les trois autres et moi. Et ça c'était assez chiant. En fait à la fois j'ai envie de dire c'est presque la partie la plus importante du projet parce que là on est dans des endroits de fou etc. Et en fait, si ça se passe pas bien tous les quatre, c'est de la merde. Enfin voilà, on va dire les choses comme elles sont. Si ça se passe bien tous les quatre, c'est pas bien. Et donc là, il y avait cet enjeu de dire ok, moi je suis pas bien. Les trois ils sont bien, mais du coup on n'est pas du tout dans le même mood. Comment est-ce qu'on va faire pour régler ça? Et donc on a eu des petites discussions. En vrai, c'était trop important et trop intéressant parce que du coup on a chacun un peu mis sur la table les points qui étaient bien, les points qui étaient un peu moins bien. Et ça en vrai ça a fait avancer les choses. Tu vois, moi j'ai capté que pour Diego c'était trop bien d'être sur le bateau, du coup mettre un peu d'eau dans mon vin pour continuer à naviguer et faire en sorte que lui il se régale, mais à la fois il a aussi capté que moi c'était un enfer, enfin à ce moment-là c'était un enfer, parce qu'après il y a d'autres parties de la nave qui sont incroyables, mais à ce moment-là c'était un enfer et tout, et donc du coup voir comment est-ce qu'on faisait pour jongler avec tout ça pour que ce soit bien pour tout le monde, parce que c'est dans l'intérêt de tous. Et ensuite en fait mentalement, une fois qu'on a passé les 10 jours, et qu'on savait qu'on allait arriver, qu'on voyait qu'on avançait à peu près bien, et en vrai le moral, déjà après cette réunion le moral il remonte, et puis au fur et à mesure qu'on s'approche, paradoxalement j'étais en mode en fait limite j'ai envie de rester encore sur le bateau parce que plus on s'approche, plus c'est sympa d'être sur le bateau quoi. On voit la terre qui arrive, on sait que ça va mieux parce qu'on sait que c'est bientôt fini. Donc voilà, il y a pas mal de trucs comme ça où moi franchement le moral au début tu vois, si je devais mettre une note c'était en mode la transat pour moi c'était un 4 sur 10. Franchement là c'est un peu pourri. Je rajoute un point parce que de faire une transat c'est stylé. Du coup à la fin de la transat j'étais en mode 5 sur 10 max. Mais maintenant avec du recul je suis là c'est quand même très stylé quoi. C'était trop bien, tu vois, ça remonte facilement à 6-7. Et je crois que je voulais parler d'un autre truc. En vrai moi je voulais juste dire, en vrai ce truc là, moi je me suis rendu compte que c'est vraiment là où je me suis rendu compte de l'ampleur, surtout de l'importance de la relation qu'on avait tous les quatre. C'est-à-dire que ce projet c'est vraiment essentiellement ça quoi. C'est-à-dire que il faut qu'on arrive à jongler avec les différences de chacun et les différents moods de chacun pour faire en sorte que ça se passe bien pour tout le monde. Et en vrai ce moment là a été un moment presque où on a été le plus différent sur le projet et où on a réussi je trouve à bien surmonter la pente. Et en vrai ils sont encore là, ils lancent des pierres et je crois qu'on s'en veut pas trop quoi, donc ça se passe bien. Après, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette deuxième période? On s'est régalé. Gaspard un peu moins comme il l'a dit. En vrai c'était trop cool. C'est un peu marrant parce que tu as l'impression de pas avancer en fait. Enfin, c'est tout le temps le même décor, du coup c'est comme si tu t'avançais sur un tapis roulant. Mais quand tu dézoomes, tu regardes la carte, t'es en mode ah ouais là franchement on est loin. Et ça franchement c'est assez impressionnant quand même. Mais tu t'en rends pas forcément compte sur le bateau quoi. Enfin quand tu regardes la carte c'est très visuel. Et puis après je pense que ça a été aussi un peu minimisé cette transat parce que on l'a fait avec beaucoup d'autres groupes de jeunes. Et du coup on s'est dit on va faire une transat, c'est normal. Mais à la fin quand tu arrives quand même tu te dis transatlantique c'est quand même quelque chose. Et mais là nous j'ai vraiment l'impression qu'on a ce sentiment d'être loin. Parce qu'il n'y a pas cette option d'avion. Et en fait, c'est un peu bizarre de parler avec d'autres groupes de voileux parce que
Cette impression, elle est un peu fracassée quand ils te disent qu'ils sont retournés en France pour voir leur famille comme ça. Et toi, t'es là, du coup, ils n'ont pas du tout cette même sensation d'éloignement, quoi. Et du coup, c'est marrant, c'est un peu clivant comme relation à distance, quoi, entre les gens, même entre les voileux qu'on rencontre, quoi. Mais bon, du coup, c'est cool, mais là, on est loin. On se dit à chaque fois, si on voulait rentrer, ça reprendrait vraiment du temps. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? On a fait la musique, on a fait plein de trucs. J'ai testé des pâtisseries et c'était pas terrible. J'ai fait les musiques que vous écoutez là. On a pêché du poisson et on a découvert ce que c'était de manger du poisson et de le tuer, de le vider. C'était super bien. Enfin, c'était une expérience intéressante. Mais c'était très bon aussi. Mais on découvre plein de choses en fait, plein d'aspects de la vie. Mais c'est spécial de vivre à 4 comme ça sur un bateau, sur un espace si serré, quand on est tout le temps les uns sur les autres. Du coup, c'est pour ça que c'est très important les réunions, tout ça, de parler des différentes humeurs, différentes envies et de faire en sorte que tout matche, quoi. Mais c'est un super apprentissage en tout cas. Moi, mon ressenti sur la Transat, j'ai bien kiffé. Moi, franchement, j'ai bien kiffé ce trajet. De un, parce que je trouvais ça très stylé de traverser un océan et je voulais vraiment vivre ça. Et en fait, même si ça a duré 15, 16, même plus de temps, plus de jours, moi, je voulais vivre ce moment. Donc j'étais content d'y être en fait, mais c'était pas non plus super facile quoi. T'es toujours dans le bateau, ça bouge. Les 2-3 premiers jours, j'avais le mal de mer un peu comme d'hab, le temps de m'adapter. Et après quand je me suis bien adapté, j'ai vraiment kiffé, j'ai pu trouver mon rythme. Il y avait des moments assez magiques où t'es là le soir au milieu de l'océan. T'as la pleine lune, t'écoutes ta petite musique, t'as ton quart de nuit, tu vois, c'est assez dingue comme moment. Et puis tu partages des moments aussi avec les gars qui sont assez uniques. Donc ça j'ai vraiment aimé. Tu peux aussi, moi j'ai réussi à profiter de ce temps pour, écouter des podcasts en anglais, en espagnol, un peu mettre ce temps à profit, tu vois. Même lire et tout. Donc moi j'ai vraiment bien aimé. C'est une expérience, je pense que je préfère le hauturier et les navigations qui durent longtemps plutôt que les petites navigations parce que toujours moi pendant 2-3 jours j'ai le mal de mer. Et après je m'adapte. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur comment je me suis senti Ouais, grave, j'ai lu sous conseil de Paul, j'ai lu les Piliers de la Terre de Ken Follett et je me suis régalé. Ça m'a fait bizarre quand c'était fini. J'ai écouté des podcasts trop bien sur les baladeurs. Et voilà, moi j'ai bien aimé, c'est vraiment un moment particulier dans une vie, j'étais content de le vivre. Et puis surtout, moi c'est un des rares moments où j'ai pris beaucoup le temps d'écouter de la musique en fait. Quand c'est ça pendant ton quart de nuit ou 2 jours, tu te mets tes écouteurs et tu fais un peu de sport, tu fais un peu ce que tu as à faire, tu lis. Et après, il te reste au moins 1 heure de quart et tu as de la musique dans les oreilles et tu prends vraiment le temps de l'écouter, de passer du temps à écouter la musique. Et ça, c'était un vrai plaisir, tu vois. Tu te rends compte que c'est engageant ce qu'on fait, quoi. T'es là, t'es au milieu de l'eau. Moi, je pense qu'être au milieu de la mer, au milieu de l'océan, vraiment au milieu, ça m'a pas fait grand-chose parce que je trouve que tu sois à 50 000 des côtes où tu la vois plus ou en plein milieu, il n'y a pas une si grande différence que ça en fait. T'es en plein milieu de la mer dans tous les cas, tu vois. Et du coup, en fait, me dire que j'étais au milieu de l'océan ou pas, ça me changeait pas grand-chose. Puis moi, contrairement aux autres gars, j'arrivais pas à dézoomer sur mon portable, ça marchait pas la localisation. Donc je voyais pas que j'étais en plein milieu de l'océan. Je peux dire que moi j'ai quand même eu un moment où mes proches m'ont bien manqué au début. Ça, c'était un moment un peu important pour moi. En fait, quand tu es en mer, tu as beaucoup de temps où tu fais pas grand chose et du coup tu penses beaucoup. Et moi au début, j'ai dû un peu m'adapter, mes proches ils me manquaient pas mal et j'y pensais. Et donc j'ai envoyé des petits messages sur l'Iridium, ça faisait très plaisir, tu vois, d'avoir des petits messages en plein milieu de l'océan. Mais après on en parlait avec les gars et puis c'est quand même trop bien ce qu'on fait. Et je pense c'était aussi un peu dû au fait que tu te rends compte quand tu es en plein milieu de l'océan de l'engagement du projet en fait, de te dire là c'est long, c'est qu'une petite partie, ça va encore être très long et vu que je prends pas l'avion, plus je m'éloigne, plus je prends de la distance qui va être aussi longue à revenir. Donc tu prends vraiment conscience de ce dans quoi tu t'engages et ça rend aussi le projet encore plus fort et encore plus stylé moi je trouve. Mais bon voilà, c'est quand même, il y a des côtés difficiles et beaucoup d'autres côtés trop bien, quoi.